En 2025, deux chiffres ont frappé comme un choc sec. 300 milliards de dollars de tarifs et 100 milliards d'exportations africaines à l'horizon, créant une rupture immédiate dans les équilibres économiques. Cette tension entre superpuissance et montée silencieuse du continent expose une contradiction brute. Une crise globale peut aussi devenir un moteur local lorsqu'elle est saisie au bon moment. Alors qu'Ibrahim Traoré voit dans chaque usine rallumée un acte de souveraineté, que signifie réellement ce basculement pour celles et ceux qui observent ce tournant décisif? Car sous la surface, une transformation plus vaste se met déjà en marche. Ce récit propose de décrypter un moment rare, celui où une crise commerciale mondiale s'inverse en occasion stratégique pour un continent longtemps considéré comme périphérique. Il ne s'agit pas d'une promesse d'ascension fulgurante, mais d'une compréhension précise des leviers réels qui transforment les chaînes de valeur, les flux logistiques et les rapports de force industriels. L'intérêt central pour le lecteur tient en une idée simple et concrète. Comprendre comment une économie en apparence vulnérable peut redéfinir ses règles de production et de pouvoir en moins de 5 ans. Le basculement se joue à plusieurs niveaux, dans les ports, dans les usines rallumées, dans les politiques de co-entreprises publiques et dans la capacité des États du Sahel à négocier ensemble sous la charte AES. Chaque chiffre communiqué dans les bilans commerciaux, chaque conteneur réorienté vers Abidjan ou Théma, chaque filature redémarrée raconte la même trajectoire, un passage de la réaction à la construction. Et pour celles et ceux qui souhaitent anticiper la dynamique des prochaines années, une question domine discrètement. Que devient l'équilibre mondial lorsque les marges se déplacent vers l'Afrique? La rupture ne s'est pas jouée dans un sommet diplomatique, mais dans un glissement presque mécanique. En début 2025, les États-Unis ont transformé en règle ce qui n'était qu'un provisoire, en maintenant des droits de douane sur plus de 300 milliards d'importations chinoises. En moins de 30 jours, des chaînes d'approvisionnement établies depuis 3 décennies ont cédé, libérant un vide que l'Afrique n'avait jamais eu l'occasion d'occuper avec une telle marge de manœuvre. C'est dans ce créneau inattendu que les trajectoires ont commencé à s'ouvrir. Les navires quittant Shanghai réorientaient leur route vers Théma et Abidjan. Les zones franches de Bobo-Dioulasso rallumaient leurs ateliers. Les raffineries d'or reprenaient leur cycle. Le continent réagissait moins comme une périphérie que comme un point d'équilibre obligé entre deux puissances qui s'affrontaient par tarifs interposés. Et pour Ibrahim Traoré, cette crise n'était pas une menace, mais un révélateur. Si les chaînes globales pouvaient se briser si vite, elles pouvaient aussi se reconstruire sous un autre contrôle. Le contexte immédiat fut marqué par 3 tendances convergentes. D'abord, la dépendance occidentale à des composants asiatiques créa une rareté soudaine qui obligea les entreprises à chercher des plateformes alternatives. Ensuite, la flambée des assurances maritimes poussa les groupes logistiques à raccourcir les routes, donnant un sens nouveau à la transversalité du Sahel. Enfin, la demande mondiale d'approvisionnement diversifiée offrit un avantage relatif aux États, capables d'agir collectivement. Cette recomposition n'eut rien de spectaculaire. Pas de grandes déclarations, pas de rupture théâtrale. Pourtant, sous la surface, les variables essentielles basculaient. Une filature rouverte au Burkina Faso signifiait un contrat réécrit. Une coentreprise majoritairement publique représentait un pouvoir de négociation accru. Un corridor agro-industriel esquissé sur une carte devenait une infrastructure plausible. Ce n'était pas un miracle au sens classique, mais une succession d'ajustements précis où chaque décision élargissait le périmètre de souveraineté économique. Au centre de ce basculement, un fil conducteur émergeait dans les gestes, les plans griffonnés et les décisions prises loin des caméras, celui d'un leadership qui privilégie la méthode à l'annonce. Autour d'Ibrahim Traoré, la transformation prenait d'abord la forme d'une pièce nue à Ouagadougou, où une table en bois, 3 cartes ferroviaires et un plan de financement manuscrit servaient de laboratoire politique. Rien n'y était décoratif.
Tout y était décisionnel. C'est là que furent discutés les premiers tracés du corridor agro-industriel et la logique des co-entreprises publiques et entreprises publiques majoritaires. Les impacts concrets apparurent vite, parfois dans des lieux que personne n'observait plus. À Bobo-Dioulasso, une filature chinoise laissée à l'abandon rouvrit avec 4000 ouvriers formés localement. Les salaires réguliers redonnèrent une cadence à la ville. Les machines, rallumées, offraient un repère tangible à une région habituée au cycle irrégulier du commerce mondial. Ce n'était pas une vitrine, mais un atelier qui rassemblait artisans, techniciens et comptables autour d'un même objectif: produire avec contrôle. Plus au sud, sur la côte ghanéenne, un entrepôt frigorifique reconverti en hub logistique devint le point de passage de cargaisons agricoles autrefois destinées à Shenzhen. Pour les équipes locales, la nouveauté n'était pas le volume, mais l'autonomie, calibrée, conditionnée, optimisée, plutôt qu'expédier des matières brutes. Les marges nationales pouvaient enfin être mesurées, suivies, discutées. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré fonctionnait comme un guide discret, ni figure héroïsée, ni technocrate distant, mais le pivot d'une cohérence économique naissante. Et la question essentielle, pour les premiers observateurs, s'imposait d'elle-même. Quelle stabilité cette dynamique pouvait-elle réellement promettre? Tout commença par un tarif, presque banal dans le flot des annonces économiques, mais lourd de conséquences. Lorsque Washington décida de doubler les droits de douane sur les importations chinoises, la logique s'inversa en une semaine. Pékin répliqua immédiatement par des restrictions sur le lithium, les terres rares et les semi-conducteurs. Les routes commerciales se tendirent comme des câbles soumis à une pression brutale. Puis elles cédèrent. Les assurances maritimes devaient se bondir de 2%. Les conteneurs s'empilèrent à Singapour et à Shenzhen. En 30 jours, un édifice construit en 3 décennies perdit ses points d'ancrage. C'est dans cette rupture que l'Afrique apparut, non comme spectatrice, mais comme espace disponible pour une recomposition forcée. Les entreprises occidentales, privées de composants essentiels, cherchèrent des zones de production plus proches, plus stables et surtout capables de négocier rapidement. Le moment était fragile mais propice. Et c'est là qu'Ibrahim Traoré convoqua, à Ouagadougou, les ministres du Sahel pour proposer une alliance industrielle, l'AES. Le plan fut signé avant la fin du trimestre. Dès les premières semaines, les mouvements furent visibles. Les premières sociétés américaines transférèrent leurs opérations de filature du Vietnam vers le Burkina Faso. Les groupes agricoles européens louèrent des terres pour produire et raffiner sur place. Le Niger installa ses premières pompes solaires destinées à l'exportation, pendant que le Ghana lançait un système de douane numérique pour fluidifier les flux régionaux. L'ensemble formait le Quichua, la mise en marche d'un moteur continental. Le chaos Trao survint plus tôt que prévu. Les exportations non pétrolières du continent passèrent de 72 à 94 milliards de dollars en un an. Les ports d'Abidjan et de Tema tournèrent sans pause. Les zones franches de Bobo-Dioulasso se remplirent d'ouvriers dont la formation locale devenait un argument stratégique. Les marges nationales dépassèrent les 40%, un niveau inédit qui réduisit la dépendance aux importations et renforça la capacité de négociation des États membres de l'AES. Les investisseurs parlèrent de miracle, mais Ibrahim Traoré rejeta ce terme. Ce n'est pas un miracle, c'est une correction. Sous sa présidence, chaque contrat fut révisé selon une règle stricte. Minimum 51% de participation nationale, audit trimestriel public, transparence fiscale imposée. Le message était clair. Partenariat, oui. Dépendance, non. Et cette clarté attira autant qu'elle inquiéta. Certaines multinationales protestèrent, d'autres s'adaptèrent, d'autres encore s'implémentèrent durablement. Puis vint la Duchan, plus silencieuse, mais plus structurante. Les observateurs étrangers baptisèrent
cette période, le pivot silencieux. Rien ne criait, mais tout changeait. L'Afrique devint une variable d'équilibre entre les deux géants économiques. Les Russes assigés de Ouagadougou témoignaient de cette bascule discrète. Les ouvriers sortant des usines ne parlaient plus d'aide, mais d'exportation. Les villes autrefois plongées dans l'obscurité recommençaient à s'illuminer la nuit. La transformation était visible dans les gestes, dans les flux, dans la discipline nouvelle des de valeurs locales. À Bobo-Dioulasso, les machines textiles tournaient au rythme d'un marché mondial réorienté. Au Niger, l'énergie solaire alimentait des unités de production hybrides. Au Ghana, la logistique s'organisait autour d'un corridor africain que peu avaient anticipé. Et au cœur de ce mouvement, la cohérence d'Ibrahim Traoré fonctionnait comme un contrepoint stable à un monde en déséquilibre. La transition s'observe d'abord dans un mouvement simple, de 72 à 94 milliards de dollars d'exportation non pétrolière, un delta qui redessine la hiérarchie industrielle africaine. Cette hausse n'est pas une flambée isolée, elle exprime une recomposition progressive, où chaque contrat textile, minier ou agricole ajoute une strate de souveraineté économique. Les analystes notent que cette progression annuelle reflète moins une conjoncture favorable qu'un rééquilibrage structurel, né des ruptures sino-américaines et consolidé par la coordination AES. Ce premier chiffre montre surtout une chose. Toute croissance qui dépasse la réaction permet d'ancrer une logique durable. Le deuxième indicateur éclaire un autre pilier du changement. 8,6 milliards de dollars d'investissement au Burkina Faso, concentrés dans le textile, l'or et les infrastructures ferroviaires. Ces capitaux ne reproduisent pas les schémas anciens où les profits quittaient le continent dès leur enregistrement comptable. Ici, la mécanique diffère. Chaque dollar injecté crée une circulation interne. Transport, énergie, services, qui renforce la densité locale. Ce chiffre illustre un principe essentiel. Une économie gagne en résistance lorsque les bénéfices circulent plutôt qu'ils ne s'évaporent. Le troisième repère, technique mais décisif, concerne l'énergie. 210 MW ajoutés par les centrales hybrides du Niger et du Mali, provoquant une réduction moyenne de 15% des coûts logistiques sur le corridor. Loin d'être un détail, cette capacité énergétique nouvelle consiste en une base silencieuse qui permet la planification industrielle, la stabilité des cycles et la prévisibilité des marges. Ce troisième chiffre rappelle une vérité simple. Aucune industrie ne peut prospérer sans une énergie stable et maîtrisée. Ces trois blocs, exportation, investissement, énergie, composent une équation que de nombreux pays ont tenté d'aligner sans succès. Croissance plus contrôle plus coordination. L'Afrique y parvient sans tumulte, presque sans bruit, portée par une méthode qui privilégie la transparence contractuelle et la montée en compétences locales. C'est dans cette logique qu'Ibrahim Traoré insiste. Un contrat sans formation est un contrat perdu. Cette phrase résume un renversement discret mais fondamental. La valeur ne réside plus uniquement dans le produit exporté, mais dans la capacité à en maîtriser le processus. La Banque régionale estime ainsi que plus de 12 000 techniciens ont été formés dans la zone AES en 2025. Ce volume n'est pas un record mondial, mais un point d'inflexion pour une région que l'on disait longtemps dépendante de la main-d'œuvre importée ou des chaînes logistiques lointaines. Il s'agit d'une montée en compétences qui garantit la continuité, la capacité de réparer, d'ajuster, de planifier, sans attendre une expertise extérieure. Ce socle chiffré montre que le continent ne se contente plus de réagir à un choc global. Il construit une marge de manœuvre. Il crée du pouvoir négocié. Il transforme des dépendances fragmentées en structures coordonnées. L'ensemble opère comme une carte silencieuse, celle où les ressources, les usines, les ports et les flux convergeront enfin vers un même objectif. Et cette convergence, dans sa précision et sa modestie,
constitue la réponse à la question ouverte à P5. Le pouvoir durable ne naît pas des annonces, mais des données qui résistent au temps. Les premières critiques vinrent des économistes occidentaux, qui observaient la montée africaine avec une prudence mêlée de scepticisme. Leur premier argument reposait sur l'idée d'un cycle conjoncturel comparable aux années 1970, où l'essor du cuivre zambien ou du cacao ghanéen avait fini par se dissoudre dans la dépendance. Selon eux, le boom actuel ne serait qu'un effet indirect de la guerre commerciale, une fenêtre temporaire vouée à se refermer dès que Washington et Pékin rétabliraient leurs équilibres. Dans cette lecture, l'Afrique ne serait pas actrice, mais bénéficiaire accidentelle d'un vide géopolitique. Le deuxième argument soulignait un risque différent, celui d'une centralisation économique excessive au sein du Sahel. Les observateurs craignaient que les États les plus structurés ne capturent les chaînes de valeur régionales, créant de nouvelles hiérarchies internes. Selon cette vision, la montée en puissance du Burkina Faso, du Niger et du Mali pourrait produire une forme d'asymétrie que les structures institutionnelles africaines ne seraient donc pas prêtes à absorber. L'Union deviendrait alors un pivot fragile reposant sur trop peu d'épaules. Ces arguments méritaient d'être entendus et formulés dans leur version la plus solide. Mais la réponse se trouvait dans les données mêmes du corridor AES. La diversification sectorielle, textile, or, agriculture, énergie, rendait improbable la reproduction d'un cycle fondé sur un seul produit volatile. Les contrats signés en 2025 incluaient des clauses inédites. Audit public, réinvestissements locaux, transfert de compétences. Ces mécanismes ne sont pas conjoncturels, ils structurent des trajectoires. Ibrahim Traoré, interrogé lors du sommet sur la souveraineté économique, l'expliqua sans emphase. Nos accords ne sont pas une dépendance inversée, ce sont des prototypes d'équilibre. Cette phrase résume le pivot de la réponse. L'AES ne s'organise pas autour d'un leader hégémonique, mais autour d'une rotation semestrielle qui redistribue le centre de gravité institutionnel. Ce Stillman révélait alors la véritable portée du basculement. L'Afrique ne pariait pas contre une puissance ou une autre. Elle pariait sur sa capacité à maintenir une autonomie construite, lente et vérifiable. Un axe change silencieusement. Ce tournant s'observa non pas dans les discours, mais dans la manière dont les chaînes logistiques mondiales se réécrivirent au fil des mois. À mesure que les ports d'Abidjan et de Théma fluidifiaient leur flux, les entreprises occidentales commencèrent à intégrer une variable nouvelle dans leur modèle de risque, la stabilité africaine comme facteur de continuité et non plus comme écart inattendu. Ce glissement analytique, discret mais documenté, redéfinit la place du continent dans le calcul industriel global. Les analystes internationaux, autrefois prudents, révisèrent leurs projections pour inclure ce qu'ils appelèrent le facteur corridor AES. Ce n'était pas une appellation marketing, mais la reconnaissance qu'un alignement inédit, production locale accrue, co-entreprise publique majoritaire, audit transparent, modifiait les règles habituelles de négociation. Pour certains, cette transition demeurait fragile. Pour d'autres, elle représentait une base structurelle qui résistait mieux que prévu. Ibrahim Traoré percevait ce midpoint comme un test de cohérence plus que comme un sommet. Gérer la vitesse de la montée en puissance sans répéter les fragilités passées. La question, jamais formulée directement, sous-tendait toutes les réunions ministérielles. Jusqu'où ce modèle pouvait-il s'étendre sans perdre son équilibre interne? Et c'est ce point précis qui redéfinissait la suite du récit. Le continent n'était plus seulement en rattrapage, il devenait référence comparative. Les conséquences du pivot africain ne se limitèrent plus pas au bilan comptable. Elles traversèrent plusieurs sphères simultanément, dessinant une transformation dont la portée dépassait largement la réaction à une crise commerciale. Elles révélèrent comment une économie fragmentée pouvait se reconfigurer lorsqu'elle disposait enfin d'un corridor, d'une méthode et d'une cohérence collective. Et c'est dans cette redistribution que l'on vit apparaître 4 cercles d'impact.
En haut, les nations, les États du Sahel, longtemps dépendants des importations, basculèrent vers un rôle d'exportateur net de produits transformés. Le Burkina Faso, par exemple, vit ses exportations annuelles passer de 8,6 à 12 milliards de dollars entre 2025 et 2026. Une progression qui rééquilibra les budgets nationaux et réduisit la dette publique de 9%. Cette évolution n'était pas seulement économique. Elle modifiait le rapport entre gouvernements et partenaires étrangers. Les négociations ne se faisaient plus sous contrainte, mais à partir de marges nouvellement conquises. Ibrahim Traoré qualifia cette dynamique de « souveraineté comptable », un terme qui traduisait l'idée que la dignité nationale pouvait se mesurer dans les chiffres du commerce plutôt que dans les promesses d'aide extérieure. 2. Les entreprises. D. Les compagnies locales, souvent perçues comme fragiles sur les marchés mondiaux, devinrent des pivots de production. Une chambre de commerce américaine calcula que le continent pouvait remplacer jusqu'à 15% de la production asiatique à bas coût d'ici 5 ans. Les multinationales, elles, ajustèrent leur modèle, intégrant la fiabilité africaine comme un facteur de stabilité. Le Ghana, le Niger et le Mali instaurèrent des politiques incitatives ciblées, salaires minimum garantis, formation obligatoire, audits réguliers. Le résultat fut une réduction des fuites de capitaux et une consolidation progressive des compétences locales. 3. Les citoyens, ND. Dans les villes denses industrielles du corridor, la transformation devint visible au quotidien. À Bobo-Dioulasso, plus de 9000 travailleurs rejoignirent les parcs textiles alimentés par énergie solaire. Les familles parlèrent d'exportation à table. Les étudiants abandonnèrent les concours internationaux pour se tourner vers la logistique ou la comptabilité d'exportation. Le discours d'Ibrahim Traoré résonnait dans ces changements. Nos enfants ne mémoriseront plus des slogans d'aide, ils traceront des itinéraires de navires. L'espoir, autrefois abstrait, devenait un calcul concret. 4. Le continent, KAV. Sur la scène internationale, les grandes puissances reconfigurèrent leurs alliances. Les États-Unis adoptèrent une loi d'accès manufacturier africain, tandis que la Chine convertissait certains prêts en participation industrielle. Pour la première fois depuis la guerre froide, la rivalité sino-américaine produisait un gagnant tiers, l'Afrique. Les chancelleries occidentales comprirent que la stabilité du Sahel n'était plus un paramètre secondaire, mais une condition de l'équilibre mondial. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré s'imposa comme symbole d'un leadership lucide, ferme sans fermeture, ouvert sans soumission. Ainsi, les impacts du pivot africain ne décrivaient pas seulement un moment. Ils traçaient la forme possible d'un ordre économique nouveau. Les trajectoires possibles du corridor africain pour les 12 prochains mois se dessinent autour de 3 scénarios distincts. Chacun repose sur des tendances déjà observables, mais leur ampleur dépendra de la capacité des États de l'AES à maintenir la cohérence institutionnelle et la discipline industrielle amorcée depuis 2025. À ce stade, la question n'est pas de prévoir un avenir certain, mais de cartographier les chemins plausibles qu'un continent en consolidation peut emprunter, avec la méthode comme seul garde-fou. Les projections ne garantissent rien, elles éclairent les possibilités. Scénario 1. Base, une croissance stable, sans accélération brutale. Si les tendances actuelles se prolongent, les exportations africaines devraient n'en dépasser les 110 milliards de dollars d'ici 2027. Les corridors logistiques resteraient opérationnels, les coentreprises consolideraient leurs marges locales et les coûts énergétiques, bien que soumis à des tensions, demeureraient maîtrisés. Dans ce scénario, l'Afrique poursuivrait une montée en puissance modérée, rythmée par une économie encore en apprentissage de sa propre vitesse. Ibrahim Traoré y verrait l'expression d'une maturité. Avancer sans brûler les étapes, en consolidant chaque gain. Scénario 2. Optimiste. L'AES s'élargit
et accélère. Si les États parviennent à ajouter 2 à 3 membres supplémentaires et à maintenir la rotation institutionnelle, la production régionale pourrait atteindre 130 milliards de dollars. Les chaînes africaines intégreraient davantage de technologies locales, pompes solaires, logiciels douaniers, textiles connectés, réduisant la dépendance externe. Ce mouvement renforcerait l'emploi des jeunes diplômés et fixerait les compétences à l'intérieur du continent. Dans cette perspective, le Sahel deviendrait un centre structurant de la nouvelle équation. Industrielle mondiale. Scénario 3. Worst case. Un choc externe réoriente les flux. Une baisse de la demande mondiale ou une réconciliation rapide entre Washington et Pékin provoquerait un recul des prix et des volumes exportés. Les États les plus les plus dépendants du corridor AES subiraient une contraction budgétaire, des licenciements et des pressions migratoires accrues. Certains investisseurs étrangers pourraient se retirer, recréant les cycles de dépendance que la région s'efforce justement d'éviter. Ibrahim Traoré avertit déjà, le risque n'est pas l'échec, c'est l'oubli du pourquoi. Sans politique industrielle ferme, le modèle perdrait sa colonne vertébrale. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation s'impose. Penser en marge de manœuvre plutôt qu'en certitude. Car le futur du Sahel ne dépendra pas d'une courbe unique, mais de la constance mise à défendre les équilibres patiemment construits. L'enjeu du corridor africain ne se joue pas uniquement dans les bilans macroéconomiques. Il traverse aussi les décisions quotidiennes de celles et ceux qui participent directement ou non, à cette recomposition. À ce stade du récit, la question devient personnelle. Comment chacun, selon sa position, peut-il lire, comprendre et prolonger ce mouvement qui s'impose désormais comme un laboratoire économique du XXIe siècle? Ibrahim Traoré l'a souvent rappelé, une souveraineté durable n'est jamais abstraite, elle naît de pratiques concrètes. Groupe A, entrepreneurs, travailleurs, responsables locaux. Dans les usines textiles de Bobo Dioulasso, dans les ateliers d'Accra ou dans les services logistiques du corridor, chaque décision de production, recyclée, certifiée, optimisée, nourrit un récit collectif. Pour ceux qui dirigent un atelier ou gèrent une chaîne d'approvisionnement, une piste simple se dégage. Examiner combien de contrats renforcent la valeur ajoutée locale plutôt que l'extraction brute. Un ajustement, même modeste, alimente la cohérence générale du modèle AES. Groupe B. Jeunes, étudiants, diaspora. Vous qui évoluez entre plusieurs horizons culturels et technologiques, vous êtes les traducteurs des systèmes économiques en mutation. Les écoles du Sahel ouvrent désormais des cursus de logistique, d'énergie solaire ou de comptabilité d'exportation. Une contribution possible consiste à relier compétences numériques et besoins du corridor. Une application, un protocole, une idée de traçabilité peut peser davantage qu'un retour physique. Groupe C. Observateurs et décideurs étrangers. Le pivot africain n'est pas une revendication contre le Nord global, mais une recherche d'équilibre. Le rôle extérieur le plus utile consiste à soutenir les mécanismes transparents, audit, coentreprise publique, transfert de compétences, sans les dénaturer. La stabilité se construit là où la cohérence est partagée. Dans ces 3 cercles, une logique commune apparaît. Prendre part, même modestement, à une transition qui redéfinit la manière de produire et de coopérer. La transition engagée dans le Sahel ne repose pas sur des slogans, mais sur une mécanique d'exécution. Ibrahim Traoré l'a répété lors du sommet sur la souveraineté économique. Sans méthode, une ambition reste théorique. Le corridor AES offre déjà un cadre, mais sa consolidation dépend d'une feuille de route simple, mesurable et partagée. Les étapes suivantes, déjà évoquées dans les discussions ministérielles, décrivent cette logique pragmatique. Étape 1. Cartographier les infrastructures d'ici 2027. Chaque État de l'AES doit publier un inventaire précis des routes,
ports, zones industrielles, capacité énergétique et besoins logistiques. L'objectif est double: éviter les investissements redondants et révéler les goulots d'étranglement. La mesure est simple. Un rapport public par pays, mis à jour annuellement. Étape 2. Former à 2 échelles, binationale et locale. Créer des centres de formation binationaux spécialisés dans la logistique, l'énergie solaire et la maintenance industrielle. Sans transfert de savoir, les co-entreprises perdent leur sens. L'indicateur clé devient le nombre de techniciens certifiés et embauchés dans les chaînes AES dans les 12 mois suivant leur formation. Étape 3. Imposer un réinvestissement local minimal de 15%. Tous les nouveaux accords commerciaux doivent inclure une clause de réaffectation directe des bénéfices aux infrastructures ou à la formation. Les ministères publient les audits chaque trimestre sous supervision citoyenne. Le suivi repose sur un tableau simple: montant réinvesti, zone concernée, effet sur l'emploi. Étape 4. Relier production et autonomie. Énergétique. Déployer des micro-réseaux hybrides financés par les profits miniers pour réduire de 20% les coûts logistiques d'ici 2 ans. La métrique. Capacité installée, taux d'indépendance énergétique, coût d'exportation actualisé. Étape 5. Mesurer la stabilité par des indicateurs sociaux. Pas seulement en milliards, mais en emplois, salaire, formation et scolarisation technique. Compter, c'est posséder, rappelle Ibrahim Traoré. La souveraineté se lit dans les courbes sociales autant que dans les flux marchands. Dans la même pièce nue où tout avait commencé, autour de la table en bois qui servait autrefois de planche d'esquisse aux premières cartes du corridor, la transformation semblait désormais presque palpable. Les ingénieurs, les agriculteurs, les comptables et les techniciens suivaient les chiffres qui défilaient sur l'écran, comme s'ils observaient une silhouette longtemps brouillée devenir enfin nette. Les ports brillaient, les trains circulaient, les entrepôts vibraient d'activités régulières. Chaque flux confirmé rappelait qu'une intuition, née dans un espace sans ornement, pouvait devenir une architecture économique complète. Ibrahim Traoré, témoin central mais jamais théâtral, voyait dans cette continuité une forme de victoire lente, ni triomphale, ni fragile, mais cohérente. La Renaissance n'avait rien d'un éclat soudain. Elle avançait au rythme des machines rallumées, des contrats réécrits, des marges nationales retrouvées. Les habitants, eux, ressentaient surtout la stabilité, des salaires réguliers, des villes éclairées, des perspectives tangibles. La pièce, longtemps silencieuse, portait maintenant une évidence simple. Ce qui avait été rêvé comme possibilité se déployait comme méthode. Et cette méthode, patiente et collective, traçait un futur qui ne dépendait plus du hasard des crises globales.